Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Chers amis, eh bien, bonsoir. J'espère que vous êtes en forme dans cette saison 4 d'On s'y retrouve. C'est le 3e épisode. Et cette fois-ci, voilà. Avec les 2 premiers, on a fait ce qu'on pouvait avec les chroniqueurs. Là, je suis bien entouré. Ça c'est gentil. C'est pas Ça. gentil Enfin, pour eux, on commence. Non, c'est gentil pour nous. Ouais, mais vous les connaissez, les autres, hein, ça leur fait du bien. On est bien entouré. On est bien entouré avec Caro, qui est là pour la 2e fois, du coup. Tu as terminé avec la saison 3. Tu recommences avec la saison 4. Ça, ouais. Tu vas bien? Très bien, merci. Caro, qui est la femme de Claude Gréder aussi. C'est ça, je ne sais pas si les gens sont informés. Peut-être pas, c'est vrai. Je me suis dit, c'est pas écrit là. Et la dernière fois, quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, tiens, Claude Gréder, ça serait intéressant. Je me suis dit, si j'ai Caro et Claude, moi, je veux pas faire trop de Gréder non plus tout de suite. Un jour, je vous aurai les deux ensemble. Mais je pense qu'on va faire un truc sur le couple, un truc comme ça va être intéressant. Je sais pas si c'est l'émission qu'il faudrait. Ça va être bien si, Claude. Claude, tu vas bien? Bonsoir. Wow. Bonsoir. Merci de répondre à mes questions. Toi, tu dis des trucs que je sais même pas. T'es bien préparé. Oui. Ah oui, je vais sortir avec Bon, beaucoup de. t'es reposé de tes vacances, ça t'a fait du bien? J'aimerais pouvoir y aller en vacances. On est en octobre, là. Ah d'accord. Oui, je vais Voilà, beaucoup par mieux. la foi. Je vais beaucoup mieux. Par la Ça fois. se On voit à tourne tes en yeux. juin, et là, on tourne en juillet. Je crois qu'on est en juin ou juillet? Juin On est encore. en juin C'est ça. encore. Et ben voilà. Et Joy, tu vas bien? Bah oui, ça va. T'as bronzé dans tes vacances d'Ivoire, hein? Ouais, je suis partie Waouh. un petit peu. C'est beau. Est-ce que techniquement, c'est du mensonge du coup, Non, ou je pas? suis partie le week-end dernier pour l'anniversaire d'une copine, Ah, d'une amie même. waouh. Mais je pars en vacances. Je t'ai pas demandé de nous raconter toute ta vie non plus, voilà. mais c'est bien. Bah, je termine ma phrase Mais quand même c'est- vendredi soir. On est heureux de savoir. Voilà, elle part en vacances, elle a dit donc. Enfin. Comme si quand on est à l'église, on a besoin de vacances. C'est beau ça. Claude, t'as pas besoin de vacances, toi? C'est quoi? Hein? Ouais, c'est ça. Bon, on est ravis. On aura aussi un super invité que vous avez découvert dans la saison 3 tout à l'heure pour un sujet qui touche normalement beaucoup de monde en tout cas. Donc on va voir, on va en discuter sur la contraception. Et on va commencer avec un premier sujet pour être en lien avec le second, la contraception. La question est la suivante: jusqu'où puis-je disposer de mon corps? J'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu autour de ces thématiques. Le sujet de la libération du corps, c'est un sujet qui date pas d'hier. Hein. Dans les années 70, le mouvement de libération de la femme, qui le plébiscitait déjà. Les années hippies, qui étaient déjà dans les années 60 encore aussi. Et puis, voilà, nous, encore aussi. Encore c'est aussi, pas très- c'était pas très français. encore aussi retrouve, c'est ce que je voulais dire. Mais voilà, finalement, c'est un sujet qui est pas si récent que ça. On en entend beaucoup parler aussi. Donc, je voulais avoir un peu votre ressenti. Il y a eu d'ailleurs un sondage qui est sorti au mois de juin, qui parlait aux Français et qui questionnait mais jusqu'à où vous sentez-vous à l'aise, libre dans votre corps. Et c'est 48% des femmes sont à l'aise de se mettre en maillot sur la plage et 62% des hommes. Bon, en général, les mecs ont moins de difficultés à ce niveau-là. Mais quand même. il y a plus de femmes qui se sentent à l'aise. Il y avait 5 points en moins l'année dernière. Ah. Donc ça a pris. Voilà, donc c'est un sujet d'actualité en plus. Donc je voulais avoir un peu votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être la première question, c'est quel est, selon vous, quel est le rôle du corps? Pourquoi Dieu nous a donné un corps? Pour parler de libération du corps, on pourrait Ça, c'est savoir. une bonne question. C'est une bonne question. Ah bah ouais. Pourquoi on a besoin d'un corps? Pour être incarné, Ouais. pour pouvoir se reconnaître. Comme les ongles. Oui, comme les ongles si tu veux. Oh là là, Compte- ça être- commence avoir un tellement bien. contenant, en C'est fait. les ouais. vacances qui ont donné cet humour. Ouais, Pour être pouvoir un contenant. se différencier les uns des autres. Chacun de nous, on est complètement unique. Notre corps est complètement unique. Notre visage est complètement unique. Donc, ça donne un aspect extérieur complètement singulier Ouais. à chacun. Être en contact avec le monde, quoi. Hein. Mhm. Ok, mais alors, Claude, tu voulais rajouter quelque chose ou... Non, ils ont bien dit. Parce que Merci. je trouve que ton avis, il est très important dans l'émission. Oh. Oh là là. Oui, je l'ai dit, hein, je vous ai dit les dernières émissions, je taquine toujours autant dans saison 4, donc c'est bien. Et on aime quand tu es comme ça et on aimerait que tu restes comme ça. Mais je ne change surtout pas. Je ne changerai pas, je On n'arriverai te pas. soutient et on t'aimerait. C'est gentil, merci mon Voilà. cher Claude. Nous, on s'entend bien, vous voyez. Ah ben, Sachez-le, on n'est pas en bisbis. Non, on mais s'entend très bien. vraiment pas. Mais du coup, peut-être la question, c'est pourquoi on parle de libération du corps? Qu'est-ce qui sous-entend qu'on n'est pas libre dans notre corps? Est-ce que vous pensez quelle est l'origine? C'est lié au péché, c'est lié... Le péché a quand même eu un impact direct sur le corps, hein, On est d'accord. Ben oui. Puisque. avec la nudité, Mais oui. je voulais dire. Ah oui, bah voilà. Oui. Bah oui, puisqu'à cause du péché, on a dû se vêtir, quoi. Oui.
Donc peut-être que depuis là, l'homme se sent contraint. Je ne sais pas. Ah ben, on n'est pas... faut pas qu'on revienne Non. à ce temps-là. C'est ça, ouais. Non, Parce mais que sinon, on va Que avoir veux-tu des insinuer? C'est qu'est-ce que- Chacun, Non, mais tu libre du demandes péché, d'où ça est-ce veut que dire ça quoi? vient. Mais je me dis peut-être que tu dis que l'origine est là, mais et que ensuite les codes sociaux ont fait que les gens se sentent de plus en plus enfermés dans, Mais est-ce que, dans les codes sociaux. est-ce que tu te sens enfermé dans ton corps? Enfin, Dans ma robe, non, ça va. Je me sens non, mais bien. ce que je veux dire, c'est ce que tu te sens enfermé par rapport à la vision, à comment tu te comportes avec ton corps, etc. Non, personnellement, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on peut l'être, parce que quand tu vois le diktat de la société, justement, sur les femmes particulièrement, mais ça vient aussi maintenant sur les hommes, on le voit aussi. Hein. C'est vrai que ça fait quand même des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que les femmes sont soumises à un idéal qu'on leur présente. On leur dit c'est à ça que vous devez ressembler, même si c'est pas dit comme ça, mais c'est quand même ce qu'on présente. Ouais. Et du coup, ça met une forte contrainte sur les femmes, et ça peut justement générer un décalage qui peut être difficile à vivre, parce qu'en fait, en réalité, cet idéal n'est pas vraiment accessible. Ouais. Et du coup, ça met une pression complètement inutile, mais qui est bien réelle, quoi. Et donc, vous comprenez, en tant que femme aussi, vous soutenez la défense aussi, la libération du corps, etc. Libération du corps, j'ai envie de dire le fait d'être accepté tel qu'on est. Ouais. Oui, voilà. En tout cas, ça par contre, c'est vraiment beaucoup plus récent aussi. Hein. Oui. L'acceptation telle qu'on est. Et je trouve que même dans les modèles qui nous sont présentés, en tout cas, ça évolue un petit peu. Ouais, dans la publicité, on voit Dans que la ça pub, évolue ouais. un peu. C'est vrai qu'il y a quelques marques qui font des efforts pour montrer pas que des filles qui ont un IMC qui est en dessous de la moyenne, voilà, qui sont complètement transparentes tellement elles sont minces. Et ça, pour vous, c'est important, c'est bien. Bah oui, bah oui, parce qu'il suffit de regarder le nombre de jeunes filles qui deviennent anorexiques à cause de ça. Je veux dire, c'est affolant en fait, l'anorexie mentale chez les jeunes filles. Et il est grand temps que les marques se mettent en place. Après, tu vois, pour moi, il y a deux extrêmes. Il y a l'extrême qui dit c'est mon corps, je fais ce que je veux, donc je le vis comme je veux, je me laisse aller, ou c'est pas forcément de se laisser aller, hein, mais je me laisse aller, etc. Mais t'en as d'autres qui, sous couvert de la libération du corps, des femmes l'hypersexualisent aussi. Ah, complètement. Puisqu'il y a un côté séductrice, qui peut être là, le côté séductrice, c'est pas un cadre de la société. Hein, séductrice et séducteur. Hein. Mais je te parle des femmes, là. Oui, oui. Et qui, dans le cadre justement de ça, sont encore plus aguicheuses, etc. Et est-ce que ça, il faut l'encourager ou dire oui, chacun fait comme il veut. Mais tu dis que c'est pas présenté par la société. Ah, mais moi je crois que. Si. Mais non, moi je crois que le côté séducteur. Il est pas d'abord dans la société, il est d'abord dans la personne qui a envie de séduire. Elle utilisera les codes de la société, d'accord. Mais t'as plein de femmes qui n'ont pas besoin qu'on leur dise il faut être comme ça pour être séduisante. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est d'abord intérieur en fait. Qu'est-ce que tu appelles séduction ou le côté séducteur? Qu'est-ce que tu... Pour moi, la séduction, une femme, elle sait que ça passe par son corps aussi. Oui. Donc elle va utiliser ses atouts. Oui. Donc t'as pas besoin de la société en fait pour qu'elle utilise ses atouts. Tu vois ce que je pense qu'aujourd'hui il y a des filles, des jeunes femmes notamment, qui sont dans une attitude de séduction, comme ce que tu viens de dire, parce que c'est ce que les réseaux sociaux leur proposent et que toutes ces influenceuses, je ne veux pas être désobligeante, mais des bimbos, etc., qui sont toutes à la Kim Kardashian. Pas de nom, s'il vous plaît. Voilà, je sais, c'est quand même assez frappant. Elles prennent ça comme modèle, et là, on n'est pas juste c'est pas un modèle de féminité, c'est un modèle de séduction, d'hypersexualisation. Mais là, tu me parles de jeunes femmes. De jeunes femmes, mais pas que des jeunes. Je veux dire, tu peux aller. Quand t'as 40 piges et que tu fais comme ça. Ah on en voit. Mais 40 oui, mais c'est vieux pour toi. Et là, on parlait de jeunes filles. Bah oui. Pour moi, c'est déjà plus la même chose. Mais à 40 ans, Claude, tu peux quand même être bien. influencé. Ah oui, mais on est d'accord, mais enfin, je sais pas. Claude, qu'est-ce que t'en penses? Alors, dis-nous ce qui est vrai. C'est juste mais non. Moi, je pense que le corps a toujours une place. On voit dans la Grèce antique, on voit dans la Grèce antique, pardon, et dans toutes les formes de représentation, dans les différentes cultures, le corps a toujours une place.
quelle qu'elle soit. Mais je pense que aujourd'hui, dans notre société occidentale, quand on dit occidentale, on va dire universaliste, hein, puisqu'on devient un seul village aujourd'hui. Bah oui. Le corps n'a jamais eu autant de place qu'il a aujourd'hui. Il devient une marque. Il devient une référence, il devient une identité, il devient un moyen de communiquer, un moyen de se présenter, un moyen d'être perçu, d'être reconnu, d'être identifié et même d'être jugé. Donc la prégnance du corps est de plus en plus présente et dès l'enfance, on a associé ce corps dans les années 70 à la liberté. Après on l'associe à la diététique, on l'a politisé plutôt. Ça y est, c'est difficile. On l'a politisé et aujourd'hui, il est instrumentalisé. Et ça, c'est clair. Il faut qu'on sache aujourd'hui que le discours sur le corps est instrumentalisé et que nous sommes sous cette emprise du corps-là. Complètement. Nous le sommes d'une manière ou d'une autre, ou en le rejetant ou en l'acceptant, nous y sommes contraints parce que les autres nous lisent à travers notre apparence et à travers ce que nous donnons à montrer. Et des différents codes aujourd'hui permettent de définir quelqu'un juste à partir de son apparence. Et en même temps, c'est Dieu qui nous a donné ce corps. Ça n'a pas toujours été le cas. Bah oui. Pour moi, toujours. Parce que regarde, on a eu le siècle des Lumières avec je veux dire, Pierre et Marie Curie, c'était pas les plus, où il y avait comme ça une prédominance des sciences, de la culture, de l'art, sur le corps. Qu'importe qui était devant, les hommes étaient reconnus et appréciés à partir de leurs connaissances. Est-ce que c'était tous ou est-ce que c'était moi, je suis pas. C'est ce que l'histoire a retenu. Mais c'est pas. En tout cas, t'as aussi des gens qui sont bedonnants aujourd'hui et tu les vois à la télé. Il y a un président, je ne citerai pas le nom, qui a quand même été voté et les études IFOP l'ont reconnu parce qu'il a fait un régime. Et faire le régime et perdre autant de poids montrait sa détermination, notamment à se débarrasser non seulement des graisses, mais à se débarrasser aussi des problématiques du pays. C'est comme ça que ça a été identifié. Oui. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le corps parle. Notre corps parle. Et comme tout le monde est conscient aujourd'hui du fait que notre corps renvoie quelque chose de nous, de qui nous sommes, on n'a jamais parlé autant de diététique, de sport, d'alimentation, de présentation, d'image. Je pense que dans cette. Mais pour moi, c'est vraiment. Je suis pas complètement d'accord dans le sens de dire que c'est vraiment prédominant dans notre société à nous. C'est ce que tu citais la Grèce, qui était extrêmement portée sur le corps, sans citer les Romains, mais t'en avais de l'autre côté qui parlait de l'élévation de l'esprit. Et t'en as plein aujourd'hui qui te parlent de l'élévation de l'esprit. Moi, je pense que c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de moyens de communication qui font que c'est décuplé, mais pour moi, ça a toujours été là. Il n'y a rien de nouveau. Pardon, excuse-moi de te couper, Joy. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui n'existent qu'à travers leur corps. Mais ça n'a pas toujours été le cas dans notre société. C'est-à-dire avant, si je n'ai rien en termes de compétences à donner à la société, je ne me tiens pas devant quelques scènes ou devant quelques mondes parce que j'ai rien à raconter. Aujourd'hui, les gens avant c'était réduit à des mannequins, à des artistes ou à des personnes pour qui c'était la profession. Aujourd'hui, il suffit d'exhiber son corps pour pouvoir devenir quelqu'un. C'est vrai, mais on est dans une société d'image. Complètement. Mais et le corps est. Mais du temps des Grecs, c'était déjà le cas. Mais aujourd'hui, ceux qui exhibent leur corps, c'est leur profession. T'appelles pas ça une profession, on est d'accord. Mais c'est leur profession. Du temps des Grecs, t'en avais qui n'étaient que reconnus pour leur corps. Pourquoi toutes les statues des Grecs que tu vois, ils sont pas vraiment habillés? Pourquoi? Parce qu'ils mettaient l'emphase sur ça. Mais c'était des sportifs pour la plupart. Je veux dire, ce n'était pas le lustron ou bien je cherchais un terme plutôt romain. C'était des sportifs qui exhibaient leur corps puisque de toute manière on faisait du sport tout nu.
Donc c'était une Je veux pas représentation. avoir l'image. Je veux pas voir les replays, s'il te plaît. Donc voilà, moi, en tout cas, je pense réellement que nous ici, sur les quatre, nous sommes conscients, nous sommes sous cette influence du corps. On a la libération de la femme a conduit à dire liberté égale dispose de ton corps comme tu le souhaites. Ce n'est pas le droit de vote, ce n'est pas le droit de choix, ce n'est pas le droit d'autonomie, non, on a dit liberté égale. Ouais, le corps devient un étendard, en fait. Très bien. Mais en même temps, c'est une réflexion qui est très... je dirais pour moi, il y a une dimension où je peux la comprendre, mais il y a une dimension qui est très, comment dirais-je, égoïste aussi, dans le sens où le corps, c'est ce qui... Et tu l'as dit tout à l'heure, le corps, c'est ce qui est lu par les autres. Mais en même temps, il faut te faire de tout à tous. Et il faut être capable d'être lisible par les autres aussi. Quand j'ai envie de dire, tu te laisses tellement aller que plus personne n'a envie de discuter avec toi et de regarder, c'est aussi un message de dire, je fais ce que je veux, j'ai pas envie de contact avec les autres. Mais le but du corps premier, c'est d'abord aussi ça. L'échange. C'est l'échange, c'est de se comprendre. On lit ton visage, on peut le lire, on peut lire tes expressions, on peut lire toute une vie. Tu parlais du régime, tu peux lire des intentions parce que tu vas faire de ton corps ou pas faire. Donc pour moi, c'est aussi veiller à rester, je dirais, dans un cadre où culturellement on me comprend. C'est important pour moi. Du temps de mon grand-père, on te disait si tu es représentant, tu mets un costard. Il y a tout un débat là encore cet été. Est-ce qu'on a le droit de porter un Bermuda, pas un Bermuda? L'ancienne génération, elle dit c'est pas possible. La nouvelle génération, elle dit finalement ça change pas grand-chose. Mais ça reste, je dirais, des jalons, des codes qui sont importants pour se lire en société. Mais aussi. je pense qu'il y a eu un glissement justement du vêtement sur le corps. Je suis d'accord. Dans les 18e, 19e, en fait, il y avait des distinctions sociales vraiment sur le vêtement. Il y en a encore aujourd'hui. C'est pas qu'il y en a plus, mais elles se sont quand même bien gommées. Il y a eu la libération du corps des femmes, avec Coco Chanel notamment, quand on a commencé à enlever les corsets, etc., où elle a fait des vêtements qui étaient différents, mais on était encore très sur le vêtement. Mais il y a eu un glissement vraiment maintenant sur le corps et où ton identité ne passe plus que par le vêtement. Et justement, tu peux exhiber ton corps, montrer de ton corps. Tu dois l'exhiber. Ouais. Et derrière ça, c'est des questions de normes. Parce que de l'autre côté du continent, et ça l'a été ici quand on parlait de bourgeois gentilhomme, le bourgeois gentilhomme, il est toujours représenté par sa bonhomie. Oui. C'est-à-dire le riche, c'est celui qui est bien nourri, le ventru, c'est quelqu'un qui a les capacités de. Et de l'autre côté du continent, ça le reste, c'est-à-dire les Africains, le corps. Si ma mère venait et me trouvait aujourd'hui avec moins de 10 kilos, elle poserait la question à Claire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire de mon fils, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il va mourir bientôt. Voilà. Mais quand elle me retrouve comme ça, elle est heureuse parce que c'est pour ça que c'est des notions de normes. S'il vous plaît, monsieur Peterson. Je peux pas dire. J'ai repris tes termes. Donc, voilà. Et en Afrique, les femmes, comment dire, les femmes en chair, représente aussi une norme de beauté dans la société. Donc, il faut qu'on comprenne aussi qu'on est dans des normes cultures. Et dans des cultures qui se croisent et s'entremêlent. Forcément, la mode, elle influe beaucoup. Enfin, je vois aujourd'hui les crop tops, c'est très difficile de s'habiller. Crop top, c'est des demi-t-shirts très courts. Hein. C'est des t-shirts qui laissent le ventre nu. Ah, ok. Les filles. Et puis, il y a d'autres modes qui en fait, font que, d'une manière ou d'une autre, les jeunes femmes ont tendance à s'exhiber rien qu'à cause de ces vêtements. On leur laisse pas tellement le choix. Parce qu'il n'y a pas tellement de choix dans les magasins, sincèrement. C'est ça. Ah oui, vraiment. Et du coup, forcément... Il y a une mode qui est en train de revenir. J'ai plus le nom, mais une mode vestimentaire pour les femmes de s'habiller de plus en plus couverte. Ah ouais. Mais stylisée, pas liée à de la religiosité. Il faudra que je retrouve le terme. Djihad. Non, mais non, vraiment un truc de remontrer juste ce que j'ai envie de montrer, etc. Toute une tendance. Ah ouais. Je l'ai. Le burkini.
Non. Il l'aura C'est pas joué. possible. Pardon. Il va tous les Parce faire. que le sujet, ça reste quand même la liberté. Ouais. Jusqu'à où puis-je disposer de mon corps? Mais est-ce qu'en tant que chrétien, on a une totale disposition de notre corps? Ben, c'est quand même écrit, du coup, que ma feuille, elle serve à quelque chose, que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Mm. Donc, si on appartient au Seigneur, non, on n'est pas libre, en fait. Amen. Donc c'est quoi De ton... façon- Donc tu fais quoi alors? Tu fais quoi et tu fais pas quoi? Je fais quoi, je fais pas quoi? Ben, je crois que les normes, on va dire, qui sont données par la parole de Dieu, c'est la décence. Ouais. Qui est relative, hein. Ouais, qui est relative. Selon les cultures. Là où on se Culturellement. trouve, ouais. La décence, la pudeur et la modestie. Ouh. Wow. C'est écrit sur ma feuille. Amen. Amen. Non, mais je pense que le fait pour moi que Mais notre... tu lis pas le verset du coup? Si, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie. Oui. Voilà. Et modestie quoi? Ne se parle ni de tresse, mais comme j'en ai une, je voulais pas le lire. Ah ouais. Ni de perles, Ouais, j'en ai pas ni beaucoup. d'habits somptueux. Bon, Bon, sur ça, on est c'est pas raccord. somptueux. mais c'est intéressant. Quoi, t'es jaloux Ah, il de balance. mon Non, bleu c'est vert, très là? beau, c'est très beau. Mais- Vraiment, Du vraiment. mais coup, c'est pardon, intéressant mais ce que si tu je peux dis. terminer ma phrase. Termine. Amen. La décence, la pudeur, la modestie, pour moi, c'est que la modestie, ça veut dire qu'on va pas mettre toute notre valeur dans notre vêtement. apparat, dans nos vêtements. La pudeur, ben, par respect pour soi-même, d'abord, et puis pour les autres. Amen. Et c'est pareil, la décence, pour moi, c'est surtout par rapport à l'autre, dans ta culture, habille-toi d'une manière à Ne pas choquer, en fait. Mais il y avait même des courants chrétiens aussi, où la femme, l'homme aussi, mais particulièrement la femme, liée à ce verset, ne pouvait pas s'habiller de couleurs éclatantes, que des tons ternes, souvent une seule couleur. Comme chez les Amish, en Ouais, fait. notamment les Amish aussi, pour dire que c'est la parure sobriété. intérieure qui Voilà. doit La briller. beauté du... Ne vous conformez pas, c'est un verset, j'en donne un autre, au siècle présent. Ne vous T'as pas de conformez feuille. pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui parce que, comme vous avez dit rapidement, on se retrouve dans un magasin où tout ce qui nous est présenté, ne nous va pas, on n'a pas trop le choix. Elle dit, ne vous conformez pas. On se retrouve à vouloir, en allant dans une piscine juste pour prendre du temps avec les enfants, devoir se retrouver avec des tenues quand même assez... voilà, je dis, ne vous conformez pas. Mais alors, c'est bien tout ce qui est dit, mais ça m'embête parce que ça réduit la discussion. Non, mais moi, j'ai aux un vêtements. Non, mais c'est justement, vrai. moi, je me dis, dispose de ton corps. Est-ce que, du coup, quand tu es chrétien et que, partant du postulat que mon corps ne m'appartient pas, mais appartient à Dieu, est-ce que je peux fumer? Est-ce que je peux boire à l'excès? Est-ce que je peux manger n'importe comment au point de me rendre malade? C'est ça la question. Voilà. Est-ce que, ou est-ce que je peux justement, voilà, par exemple, travailler au point d'épuiser mon corps, de pas donner de repos à mon corps? Enfin, Wow. ça veut dire que c'est beaucoup plus large que ça, quoi. Mais oui. Bah oui, pour moi c'est ça tout le but de cette question, c'est en tant que chrétien quels sont les jalons qui te permettent de te repérer aussi pour trouver l'équilibre, parce qu'on est quand même, tu disais, ne vous conformez pas au siècle présent, bien, et comment on fait? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est Agréable. dépassé la limite? C'est ce qui est parfait. Ouais, je savais que- Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est dépassé la limite? Pour moi, faire du sport, c'est bien, mais faire du sport à outrance, c'est pas bon non plus. Manger, c'est bien, mais manger et être trop ventru, c'est pas bon non plus. Pourquoi tu m'as regardé Ma main, elle est partie C'est ton toute seule. mot, c'est à cause de ton mot. Voilà, Ah, c'était le j'espère. mot. C'est joli, un truc. Ah oui, c'est beau. Tu vois, s'apprêter, être esthétiquement, je dirais, viable pour le reste de la société, bah, c'est bien. Travailler, c'est bien. Mais trop, c'est pas bon non plus. Donc pour moi, c'est juste Trop s'habiller. claquer tout ton salaire dans des vêtements. ouais. tu oui, vois. on est d'accord. Parce que t'as quand même des jeunes, ils sont capables de claquer un PIB pour des baskets quand même. Mais hein. oui, je sais. Waouh. Vraiment, hein, tu serais surpris de des fois certains. Des montants dépensés pour Oh les là là. baskets, ouais. Quand il y a Et 4 des doudous. chiffres, c'est compliqué quand même. Waouh. Ah ouais, moi j'ai des Pour des baskets Lidl. Ah, Pardon. non, pas celle-ci. mais- Pas de nom, s'il vous plaît. Mais pour moi, il y a cette question-là. Tu vois, est-ce qu'on on a bien compris qu'on ne dispose pas. Tout à l'heure, on va parler de la contraception, mais c'est quel est le baromètre, par exemple? Jusqu'à où je peux aller en disant oui, ben c'est comme ça, moi je le veux.
Ou moi, ça m'arrange. Mais du coup, on peut fumer ou pas? Tu restes des sujets. Moi, pour moi, de toute manière, détruire le corps, par exemple, C'est tu ça. parlais de bibliquement, détruire le corps reste un jalon. C'est clair. C'est-à-dire Tout ce qui servirait à détruire le corps de manière évidente, tout ce qui servirait à adorer le corps de manière évidente, c'est un peu mon repère, ça serait vraiment ces jalons. Voilà, l'équilibre. Parce que si tu le négliges en disant pour le spirituel doit avoir plus de place, du coup, c'est quand même le corps. Ouais. Dans la Bible, il dit ton corps est le temple. Ouais. C'est ça. Et en même temps, je vois aussi la dimension d'addiction où quand tu commences à rentrer dans cette dynamique de prendre soin de son corps, d'essayer de faire au mieux, j'ai l'impression que ça n'a jamais de fin parce que Tu peux être addict. tu peux, je peux, attention. Oui, c'est physique en plus. Ouais. L'addiction au sport, elle est vraiment physique. Oui. Et tu t'en sors. Ouais, que le Seigneur nous aide. Bah oui, puisqu'il nous a vraiment créé corps, âme et esprit. Donc les trois sont Complètement sont lié. importants, complémentaires et précieux les trois. Ouais. Mais Tu voulais dire quelque chose? je pense que l'essentiel, c'est toujours de savoir où mettre la priorité. À partir de là, le reste... Et quelle est la place que tu donnes à ton corps dans l'identité que tu C'est es ça. en Christ? Quelle est la place que tu lui donnes? Mais aussi, quel est le message que tu veux donner à travers ce corps? C'est très important. Souvent, on peut donner une plus grande place. Et des fois, on peut continuer à utiliser le corps comme un instrument, en fait, Ouais, oui. pour exister. Et là, c'est des notions d'identité, je pense. Carrément. Et en même temps, ton corps, tu dois en prendre soin, parce que c'est comme ça que tu travailles, c'est comme ça que tu annonces l'évangile, c'est comme ça que... C'est en relation avec les autres. Ben oui. Et honnêtement, un corps en bonne santé, c'est tellement un cadeau. Amen. Un cadeau du Seigneur. Hein. Je me dis, Comment c'est... tu le sais? Comment je le sais, je le sais. Parce que quand tu commences à avoir mal quelque part, comment je le sais, t'es en train de dire que je suis pas en bonne santé. C'est là que tu te dis, Ah non, mais mais Seigneur, c'est clair. tout est miracle en fait Ça, dans c'est ce clair. corps. Tout Ça, c'est est un cadeau et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Ouais. On va avancer parce que ça fait un petit temps qu'on discute et l'idée c'est aussi d'allier sur l'autre réflexion puisque c'est un sujet quand même important. Sous couvert de c'est mon corps, j'en fais ce que je veux, on parle d'avortement. On a déjà fait un sujet dessus. Mais il y a aussi la question de contraception qui, il y a bien des années, c'était moins un sujet en tout cas important. Il n'y avait pas beaucoup de méthodes de contraception. Aujourd'hui, il y a plein de méthodes de contraception. On parle de contraception masculine aussi, de plus en plus. Donc, fronce pas les sourcils comme ça tout de suite. On n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Mais pour moi, c'est des sujets importants. Alors, on va accueillir le docteur Paul Habib qui est avec nous sur Zoom. Bonjour Paul. Bonjour. Tu vas bien? Merci pour l'accueil. On est ravis. Pour l'invitation. Tu as entendu notre discussion un petit peu sur la place du corps, la liberté dans le corps? Bien sûr. Alors pour moi, ça reste quand même un sujet important. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut quant à la contraception, etc. La dernière fois, tu étais venu pour évoquer justement tout ce qui est FIV. C'était une très bonne émission. D'ailleurs, je vous encourage à la regarder. Il y avait Claude qui était avec nous, qui partageait votre expérience. Mais du coup, tu m'as proposé aussi de parler de la contraception. J'ai beaucoup aimé ta proposition. Et comme tu l'as bien dit en off tout à l'heure, on va faire les antipodes. Voilà, donc l'accompagnement à la vie et l'accompagnement à ce qu'il n'y ait pas de vie non plus. Donc, comment on fait Alors, je dirais, la première chose que j'aimerais te poser, Paul, c'est est-ce que pour toi, un chrétien on peut se dire comme ça, allez, tous les moyens de contraception sont bons en tant que chrétien? Ou est-ce qu'il y a une limite, une frontière par rapport à ce que la Bible dirait, selon toi? Moi, je pense, en tant que chrétien, en même temps professionnel de la santé de la femme, moi, je pense qu'on a deux extrêmes. Il ne faut pas aller aux deux extrêmes. Je dirais le premier extrême, c'est illimiter les naissances d'une façon, on va dire, illimitée. Voilà, je fais des enfants. Moi, je pense que ça, c'est quelque part un refus d'assumer la responsabilité d'éducation, de logement, d'éducation, même de vie de famille. Après, il y a l'autre extrême. Excuse-moi juste, mais Paul, ce que tu dis là, c'est important, mais il y a certains courants chrétiens qui s'interdisent toute contraception, disant on prend les enfants que Dieu nous donne. Donc pour toi, ça, c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre même grave, parce que la
la Bible nous parle que l'amour ou la charité ne cherche pas son propre intérêt. Donc, il faut penser à la société, il faut penser au pays, il faut penser à la famille, à la fratrie qui sont là. Et du coup, moi, en tant que professionnel de santé, à un moment donné, je faisais aussi du travail social dans des endroits un petit peu de besoin en France. Et c'était caractérisé. Alors ça, c'est pas du tout pour stigmatiser, mais quand même, il faut dire, quand il y a trop de naissances, il y a trop de problèmes. C'est une équation que personne ne peut contester. Donc un enfant est un problème, c'est ça ce que tu nous dis, Paul? Non, je t'en c'est une blague, Non, pas du tout, mais le nombre illimité d'enfants, oui, ça devient. Oui. Donc pour toi, ça c'est un extrême, ne rien faire. L'autre extrême serait lequel? L'extrême, moi, je veux vivre ma vie dans mon couple, je veux gagner beaucoup d'argent, moi, je veux partir à la retraite plus tôt, l'avenir est sombre, il y aura la Troisième Guerre mondiale bientôt, je fais plus d'enfants pour ne pas les faire souffrir. Ce qui est un discours de plus en plus présent et assumé. C'est-à-dire, nous, on ne veut pas d'enfants parce que notre niveau de vie est très agréable, je veux pas changer ce confort-là. Et on n'en a qu'un, parce qu'on n'a que 2 chambres à la maison. Ouais. Pour moi, cet aspect-là, tu vois, ma crainte, c'est qu'au travers des différents moyens de contraception, l'enfant est devenu un projet et plus la vie, tout simplement. Voilà. C'est pour ça que moi, j'aime pas parler de contraception proprement dit. Moi, j'aime bien plus le terme régulation de naissance. Ça, c'est plus biblique. Et puis, quand on va voir dans la Bible, même l'apôtre Paul, il parlait au couple marié, il disait, ne vous privez pas point l'un de l'autre. Bon, je veux dire que ça, c'est un peu l'extrême dans quelques milieux chrétiens. Voilà, la relation physique, c'est pour faire d'enfants. Mais ça, c'est pas biblique. Donc, du coup, je veux dire, le besoin de réguler la naissance, c'est pas un moyen sur lequel le couple sera d'accord et Dieu sera d'accord aussi. Moi, je trouve que ça colle à 100% avec l'esprit de la Bible. Alors justement, y a-t-il des moyens de régulation, on va l'appeler comme ça alors, qui on dirait la douane. Mais est-ce qu'il y a un moyen de régulation qui est bibliquement plus acceptable que d'autres? Oui. Alors, on va juste les énumérer vite fait avant de répondre à la question. J'ai trouvé une petite étude très intéressante que vous pouvez trouver dans le fameux livre « La Bible et la santé ». C'est un chrétien qui avait publié ce livre il y a plusieurs années. Et il a montré une étude très importante que les rabbins, ils ont fait il y a quelques années. Ils ont étudié l'accroissement de la population juive dans la Bible, plutôt dans le livre des Nombres. Vous savez, parce qu'il y avait comme un recensement de peuple Israël dans le livre des Nombres. Et les rabbins tirent une conclusion très importante, même si c'est pas cité dans la Bible en tant que telle, mais il y a certainement un moyen de contraception que les Hébreux utilisaient. Parce qu'au point de vue taux de croissance, c'était pas un taux de croissance ou de repeuplement qui était naturel. Enfin, naturel sans contraception. D'accord. Alors, pour les moyens de contraception, en fait, on va être très simple. Soit les moyens de contraception oraux, c'est-à-dire la pilule, soit les moyens qu'on appelle locaux. Donc, c'est surtout ce qu'on appelle les dispositifs intra-utérines. Alors, pour la pilule, moi, je pense qu'il faut bien comprendre quelque chose. La pilule, c'est un bon moyen de contraception. C'est pas interdit bibliquement parlant, dans le sens qu'il fait pas tuer l'embryon comme certains le pensent. Les pilules arrêtent l'ovulation. Donc, du coup, il n'y a pas d'ovulation du tout. Donc, du coup, pas d'ovulation, pas du tout de fécondation. Ça, c'est très simple. D'accord? Oui. Par contre, il y a une autre ceinture de sécurité qu'il faut prendre en compte. C'est la sécurité de la femme elle-même. Dans le sens que prendre la pilule d'une façon excessive et incontrôlée, ça nuit gravement à la santé de la femme. Donc actuellement, il y a 3 points à respecter pour prendre la pilule. Déjà, pas prendre la pilule au-delà de 10 ans de sa vie, donc dans 10 ans.
Au-delà de 10 ans, on a un risque supplémentaire de cancer du sein. Et même l'Institut de cancer de France, il a édité cette règle il n'y a pas longtemps. Donc, pas plus de 10 ans. Donc, si c'est dans les 10 ans, on est dans la sécurité du corps. Après, deuxième règle, il ne faut pas utiliser des pilules qui sont hyperdosées. Et donc, des pilules, elle est apparue quasiment il y a 50 ans, donc c'était des pilules hyperdosées. Pour vous donner un ordre d'idée, chaque pilule a contenu, pour être très simple pour les internautes, à peu près 50 unités d'hormones. Actuellement, les plus modernes, c'est que 20. Vous voyez, donc c'est plus que la moitié en moins. Et on a la même sécurité, la même fiabilité, mais beaucoup moins d'effets secondaires. Et puis, troisième règle est très importante, et ça va fâcher plusieurs internautes, pas de pilule après 40 ans. Après 40 ans. Et pour quelle raison alors? Oui. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, le risque de développer un cancer du sein en prenant la pilule, il est là pendant 10 ans de prise. Ouais. Après l'arrêt même, vous voyez. Et on pense que l'âge de 50 ans, c'est l'âge le plus propice ou c'est l'heure de pointe dans la vie de la femme de produire un cancer du sein. Donc du coup, la coutume médicale, elle recommande l'arrêt total de la contraception par voie orale, par la pilule, au-delà de 40 ans. D'accord. Et en même temps, après 40 ans, le risque cardiaque, il est supplémentaire, le risque de faire une embolie pulmonaire, une inflammation des veines, c'est-à-dire des caillots de sang qui se forment dans les veines, il est beaucoup plus important après 40 ans. D'accord. Tout à l'heure, tu disais, Paul, qu'il n'y a pas que la pilule n'est pas abortive. Maintenant, est-ce qu'il y en a, parce que c'est vrai qu'on l'entend aussi, est-ce qu'il y a des moyens de contraception qui, justement, tuent l'embryon? On parlait des fois de la pilule du lendemain, toutes ces choses-là. Comment tu définis la chose? Je rappelle, Paul, tu es gynécologue aussi, hein, pour qu'on comprenne que tu t'exprimes. Gynécologue obstétricien. Que tu t'y connais quand même. Alors, la pilule qui tue l'embryon, certainement oui, la pilule du lendemain, c'est des pilules qui provoquent un avortement de technique hormonale. Voilà. Par contre, le moyen le plus connu qui est connu comme une contragestion, je répète, une contragestion et pas une contraception, c'est le stérilet en cuivre. Voilà, dans le sens que il y a une rencontre des gamètes et il fait partie à peu près dans son action, il y a à peu près 10 à 15% de risque d'avortement. Donc les laboratoires qu'ils fabriquent le disent, c'est pas un secret. Je suis pas en train de dénoncer une pratique commerciale quoi que ce soit, mais c'est son action. Il est contragestion. Il n'est pas contraception. Et j'attire toujours l'attention sur ces deux termes qui sont différents. Contraception, il n'y a pas du tout de fécondation. Contragestion, il y a eu déjà une gestation. C'est une grossesse, mais qu'on est contre cette grossesse et pas contre la fécondation. Donc oui, il faut dire, le stérilet en cuivre, il est considéré scientifiquement parlant comme contragestion. D'accord. Il y a des stérilets aussi hormonaux? Oui, les stérilets hormonaux. Alors là, il y a aussi beaucoup de on-dit qu'il faut un peu éclaircir. On peut pas parler de stérilet hormonal proprement dit. Je m'explique pourquoi. Alors déjà, le mot stérilet, ça n'existe que dans la langue française. Et il y a plusieurs voix qui se sont élevées à raison il y a plusieurs années pour sortir ce lexique de l'usage pour l'appeler dispositif ou pilule intra-utérine. Voilà. Donc, c'est un dispositif qui est pas fait en cuivre, mais qui est fait d'une matière qui ressemble de loin au plastique, mais qui est imbibé de la progestérone, mais à quantité très, 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 très basse. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a les pilules qui contiennent que la progestérone, entre parenthèses, qu'on prend souvent quand les femmes allaitent. Donc, elles prennent une pilule qu'avec la progestérone. Quand on utilise un stérilet avec la progestérone, c'est comme si on prend une pilule de la progestérone avec la progestérone par mois, pas par jour.
Donc, vous voyez la différence? Ok. Oui. OK. Donc, ces stérilés, scientifiquement parlant, ils ne sont pas contragestifs, ils sont contraceptifs. D'accord. D'accord. Qu'aurais-tu à dire sur la contraception masculine? Est-ce qu'il y a des pilules qui Alors, existent? Oui, alors la contraception masculine, c'est un sujet, on va dire, qui est up-to-date ces jours-ci en France, parce que en France, on est un des rares pays de l'Europe qui le pratique le moins. Et par exemple, les anglo-saxons, ils sont beaucoup plus adeptes que nous de l'utilisation de la contraception masculine. Mais c'est pas une contraception, c'est une stérilisation qu'on appelle autrement la vasectomie. Alors ça, moi Donc, je voudrais revenir sur la stérilisation tout à l'heure, mais la contraception, moi j'avais cru entendre en tout cas une fois parler d'une pilule pour les hommes. Est-ce que ça existe ou est-ce que j'ai... Pour le moment, non. D'accord. Donc la seule option pour un homme, c'est la vasectomie. Voilà. Paul, je La crois vasectomie. je crois que tu as une visite dans ton bureau, c'est ça? Pas du tout. Ah. Pas du tout. Donc la seule contraception de laquelle on parle chez un homme, c'est juste la vasectomie. Il n'y a aucune autre possibilité. Il y a une autre possibilité pour la simple raison, c'est-à-dire que l'homme, il n'a pas de cycle hormonal que la femme qui est délimité par un jour 1, jour 2, jusqu'à J30 et J28, comme la femme. L'homme, son cycle de reconstruction de gamètes, c'est entre 3 mois et 6 mois. Donc, il n'est pas défini. Donc, du coup, c'est impossible de prendre une pilule. En tout cas, pour le moment. D'accord. Et que penses-tu justement de la stérilisation en tant que gynéco et également en tant que chrétien? Quel est ton point de vue? C'est vrai qu'on l'entend de plus en plus, également de vasectomie, de stérilisation même chez les femmes. Quel est ton point de vue? Ouais, alors moi je pense honnêtement, la stérilisation chez la femme, moi je la conseille pas pour une raison très simple, c'est une vraie opération. C'est une femme qui est en bonne santé, on va ouvrir son ventre, même si c'est avec des trous, mais on va rentrer dans son ventre pour boucher ou ligaturer ses trompes. Moi, je trouve que c'est un risque opératoire important. Mais j'encourage les couples que je suis plutôt à la vasectomie. Pourquoi? Parce qu'on ne rentrait pas dans le ventre de l'homme, c'est juste 2 petites ouvertures dans les petites laines, et on fait juste un petit geste opératoire très simple. Parfois même, il est fait sous asie locale. Et donc, s'il y a un choix à faire, ça sera plutôt la stérilisation masculine. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je vois Claude qui commence à montrer les... Mais non, oh non. Non, mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est un contrôle des naissances plutôt. Là, on est sur autre chose quand même. On est plus sur un diktat de ce qui peut naître et ce qui peut plus naître. Là, on est plus. Pour moi, on sort même du cadre que tu disais tout à l'heure. On a décidé, je n'aurai plus d'enfants. Par rapport à la question qu'on a tout à l'heure sur l'homme est-il libre ou la femme, le chrétien est-il libre de disposer de son corps? Est-ce que, selon toi, c'est légitime ou pas? Et après, j'aimerais vous entendre là-dessus aussi. Ah, merci. Mais moi, je pense déjà il y a plusieurs couples qui ont un peu, je dirais, épuisé toutes leurs chances de contraception, je dirais, ordinaire. Il y a des femmes qui peuvent plus prendre des pilules, par exemple, pour des problèmes de santé, des problèmes cardiaques, par exemple, je cite par exemple, ou par exemple des dames qui étaient opérées, des femmes qui étaient opérées pour diverses raisons. Donc du coup, mettre un stérilet ou utiliser une pilule non plus, ça marche pas. Dans ce cas-là, pour préserver la santé du couple, pourquoi ne pas procéder à une stérilisation s'il le faut? C'est pas le premier choix, certes, mais ça peut être un choix que Dieu a grillé. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Et si, parce que ça reste quand même, moi, la vasectomie, la stérilisation en général, pour moi, ça reste quand même
une grosse question, parce que bibliquement parlant, la femme qui était stérile, c'était plus douloureux pour elle, et c'était plus l'inverse. C'est plus ça que là où Dieu est intervenu, quoi. Oui, Hein. c'est ça. Et quand il rendait quelqu'un de stérile, c'était pas pour lui dire que c'est pour lui faire du bien. Moi, la question, c'est, mais en tant que chrétien, n'y a-t-il pas une dimension de, je dirais comme ça, mais de foi aussi? C'est-à-dire, si Dieu veut plus qu'il y ait d'enfants, il décidera qu'il n'y ait plus qu'il y ait d'enfants. Je rentre dans les extrêmes, c'est mon rôle d'animateur aussi. C'est bien de poser cette question. C'est mon rôle d'animateur aussi. Mais si on a la foi pour plein d'autres sujets, pourquoi n'y aurait-il pas la foi dans celui-ci aussi? Ouais, mais du coup, pourquoi est-ce que Dieu permettrait pas que du coup il n'y ait plus d'enfants à passer un certain stade, donc de rendre quelque part stérile? C'est ça. Dans ton cycle, le cycle de ta vie, quoi. Oui. Oui. Parce que Dieu, dans le cycle de ta vie. Dieu ne peut pas aller au-delà de notre volonté. Même s'il est Dieu, il a choisi de ne pas faire au-delà de notre volonté personnelle. Il a choisi de collaborer avec nous. Et le miracle marche dans une dimension de collaboration. Moi, je suis d'accord avec la question que tu poses. Moi, je peux entendre, pour être père d'une famille nombreuse, tout ce qui est dimension de régulation. Oui. Parce que, voilà, tous les ans, c'est pas possible non plus. Mais je le dis comme ça, de manière assez simple. Hein. Mais quand on en vient à la stérilisation, on vient là d'un débat où on disait se disposer de son corps, c'est-à-dire on décide que son corps, ou que le corps de son conjoint n'accueillera plus d'enfants, et on ferme une porte. Et on fait le choix de fermer une porte. Et ce qui était une exception, et le frère l'a dit, parce que chaque fois qu'on pose une question, on part toujours d'une exception, exception avec tel cas, pour telle femme, pour telle situation. Oui. On a vu que tout a commencé par les exceptions, hein. Et après on est arrivé à des généralités. Et chacun d'entre nous connaissons aujourd'hui un couple où le mari a été fortement sollicité à passer par une vasectomie. Ouais. Je dis à ses frères que nous sommes de tout cœur avec eux. Pardon, désolé. Et pour le reste d'entre nous, je dis résistance. Pardon. Je vous laisse parler. Ouais, il a le droit de dire ce qu'il pense. Oui, hein, Caro, on t'écoute. Non, mais moi je pense qu'effectivement il y a une question d'âge à mon avis, parce que notamment pour les femmes, dans un couple. Il y a une saison pour avoir des enfants. Passé 40 ans, on appelle quand même ça des grossesses gériatriques. Faut le dire à Sarah. Voilà, c'est quand même des grossesses qui sont pas simples. Et puis quand on a déjà eu peut-être 3 ou 4 enfants, je sais pas, mais en tant que femme... Aujourd'hui, c'est des gens de 30, 35 ans. Hein. Qui parlent de la vasectomie, ou de la stérilisation qui la font. Oui, mais moi, je peux aussi entendre qu'une jeune femme dans la société qu'on est aujourd'hui, avec toutes les exigences qu'il y a par rapport à l'éducation des enfants, etc., tu peux, après avoir eu 3 enfants, te dire, je pourrais pas en avoir un de plus. Ma santé mentale me le permettra pas. Moi, je peux l'entendre aussi. Moi, je pense que c'est un sujet ultra personnel. Quoi. Mais moi, ce que je veux questionner, c'est juste en tant que chrétien, elle est où la foi dans la réflexion? Mais alors, à ce moment-là, elle était où la foi dans notre chemin à nous, quand on a eu recours à la FIV? Tu as écouté l'émission? Oui, en partie. J'ai pas tout écouté. Parce qu'on en a parlé, justement, et on voit un vrai chemin de foi. On en avait évoqué avec Paul, on l'avait évoqué chez les chrétiens. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un sujet ultra personnel, et que, en fait, cette décision, tu la prends pas parce que Claude ou Benjamin ont dit un truc. C'est que. Mais le but de l'émission ici, c'est de discuter. Ouais, mais bien sûr, on discute. Mais pour ça, je dis, moi, je pense que c'est un sujet ultra personnel, quoi. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Moi, je peux parler de mon expérience, qui reste la mienne, hein. Nous en étions déjà à 3, aussi fatigués que chacun des parents qui nous écoutent, et venant d'une saison où... Je vois pas de quoi tu parles. J'y arrive. Suivez la dernière partie de mon témoignage. Et venant d'une saison, nous étions déjà à 3 enfants. J'avais 3 enfants, et avec le dernier qui nous a quand même fait voir, des nuits compliquées. Qui nous a gardés éveillés. Il nous a gardé éveillés, il nous a fait voir des nuits. Voilà. On savait pas ce que... Et Elisa, la dernière, bisous ma chérie, est arrivée comme une surprise. Alors, mais qui aujourd'hui, avec le recul,
Elle manquerait. Manquerait. Dans ce que tu dis. Et sincèrement, je ne peux parler de ça qu'avec le recul, parce que quand ma femme m'a annoncé cette nouvelle, je peux vous dire que ce jour-là, je suis pas quelqu'un qui marche beaucoup. Il a fait une rando. Mais je vous promets, j'ai fait une rando. Et j'étais le premier à la rando, j'étais en haut, et j'avais mon fils au dos. C'est pour dire que j'ai trouvé un élan comme pas possible. Pourquoi je dis ça? Et je vais, après, permettez-moi, la société paysanne de l'époque, c'est pour ça qu'on parle de normes aussi, là. On est dans les normes. Faut pas oublier qu'on est dans des normes. La société paysanne de l'époque, on encourage aux enfants, parce que c'est les enfants qui vont m'aider à tenir la ferme, à travailler, l'agriculture et tout ça. Plus j'ai d'enfants, plus j'ai la mesure les enfants sont une richesse. On passe à une société industrielle. Bon, maintenant, on est dans la société du tertiaire, où avec l'urbanisation des villes, qui demande de reconstruire la cellule familiale d'une manière différente. On se retrouve dans les petits bourgs, dans les petits faubourgs, dans des une pièce, 2 pièces. Et là, les familles sont incitées, il n'y a pas de scolarisation, sont incitées. Il y a quand même derrière ça aussi une dimension politique. Et aujourd'hui, on est dans la société, on va dire, de l'écologie, oui, le monde, on est 6 milliards, on est 7 milliards, on l'a déjà entendu, on est trop nombreux, les ressources de la terre s'amenuisent, la réalité d'une vie familiale et personnelle, mais nos mamans où nos grands-mères ont connu autant de difficultés que nous connaissons aujourd'hui, sauf qu'on n'était pas dans une dimension d'épanouissement et de développement personnel. Elles se sont sacrifiées réellement pour leurs enfants, et il n'y en avait que ça. Et je ne suis pas pour ou contre, je dis juste qu'il ne faut pas négliger l'influence de cette société, du contexte qui nous pousse aujourd'hui à dire non, 2 enfants en Chine, ils sont passés à un enfant. Aujourd'hui, ils sont en train d'ouvrir. Ils sont revenus en arrière. Ils sont en train de revenir en arrière. Mais ce contexte-là est politisé, est conscientisé pour nous pousser à dire 2, ça suffit, 3, ça suffit, 1, ça me suffit. Et il faut qu'on en soit conscient. C'est en philo, certains parlent bon, je vais pas le citer, mais il y en a certains qui parlent de produit. L'enfant est devenu un produit. Ou, comme je le disais tout à l'heure, un projet. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, un enfant, c'est beaucoup plus que ça, en fait. On est créé pour donner cette vie-là. L'ordre normal des choses, c'est de transmettre la vie. Oui, alors qu'aujourd'hui, on parle de droit à l'enfant. Voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, quand on réfléchit, au-delà de la vasectomie ou de la stérilisation, dans ce que tu dis, Paul, pour moi, c'est plus les réflexions des gens qui sont très égocentrés. Je le dirais comme ça. C'est vraiment, il faut que ça... Je le prends si ça me bouge pas trop. Faut que ça rentre dans mon projet de vie, si ça va dans mon projet de vie, après ma carrière, après ceci, après cela. Autrement dit, c'est plus la vie. Ça fait partie de ce que moi je planifie et ce que moi j'organise. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est ça vient. La vie, c'est tu l'apprends et tu le gères et puis Dieu t'aidera à te rester réveillé la nuit, tu vois. Je compatis avec toi, frère. Merci. Mais pour moi, aujourd'hui, dans la réflexion de la vasectomie, c'est souvent ce que j'entends. Et c'est plus ça qui va me déranger en tant que chrétien, de dire ça ne correspond plus au projet ou à ma saison maintenant. Maintenant, on a acheté la maison. Maintenant, on a les 3. Maintenant, on a telle voiture. C'est plus là où ça me pose question. Encore une fois, moi, je dois dire que je suis pas tranché à la chose, parce que j'en connais quelques personnes quand même qui sont passées par le bistouri, certains frères. Mais c'est plus bon. Est-ce toujours légitime? Voilà. Joy, tu es la seule qui n'avait pas parlé aussi. Non, mais parce que c'était très intéressant ce qui était dit. Et qu'est-ce que tu en penses? De la stérilisation, tu veux dire? Moi, je pense qu'il faut en tout cas vraiment être prêt et convaincu les deux, si c'est quelque chose qui est à faire. Et je trouve que c'est tellement irréversible. Que, en tout cas, c'est un choix qui me ferait peur et qui, en tout cas, j'ai l'impression que le Seigneur a quand même donné un cycle aussi, comme tu disais, à la femme, qui fait que de toute façon, au bout d'un moment, ça s'arrête complètement.
normalement. Il y a quand même des cas de On femmes espère. où chaque mois, elles soufflent de soulagement Oui, quand oui. elles ne sont pas enceintes, quoi. Je veux dire. Oui. Après, c'est aussi une question de est-ce qu'on arrive bien à réguler les choses, comment. Et puis C'est que des maths. contraignant. C'est qu'il faut être bon en calcul. J'ai jamais été très C'est bon en que des maths. maths, oui. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'était une blague. Non, Ben, moi, je dirais que c'était une blague. en soi, je trouve pas que c'est un péché de le faire, mais que vraiment, il s'agit d'une conviction personnelle qui doit être très, c'est très ça. profonde et avec les bonnes motivations. Et je pense qu'il y a vraiment une question d'âge aussi, quand même, Sûrement. pour prendre cette décision. Oui. Ouais. Faut la repousser au maximum, à mon avis. Ouais. Mais, et comme dit, et c'est Est-ce que dans ce cas-là, pardon, Vas-y, Paul. Non, je non, peux vas-y. me permettre, Oui. par exemple, on a parlé tout à l'heure d'effets secondaires. Donc, si par exemple, on arrive à un âge où une configuration de famille où la pilule n'est pas possible, par exemple, où l'utilisation du stériline n'est plus possible, est-ce que là, devant Dieu, c'est un péché de préserver mon temple qui est mon corps? Ben non. Et voilà. Moi, je pense que non. Après, nous, on ne sait pas tout ce qui se passe dans la vie, mais moi, je peux vous dire que parfois, il y a des couples pour lesquels la grossesse, c'est l'équivalent de la mort. Dans certains cas. Les femmes cardiaques, les enfants prématurés. Est-ce que dans ces cas-là, par exemple, moi, j'ai eu un garçon prématuré, bon, qui va bien, merci Seigneur, mais... je crois qu'on a perdu Paul. Bon, en tout cas, si Paul, tu reviens, tu es le bienvenu sur ce plateau. Mais c'est vrai que dans ce qu'il dit là, moi, je le comprends, mais en même temps, tu as raison de le mentionner, Claude, c'est que on part toujours d'un cas particulier. Exceptionnel. Mais aujourd'hui, quand on parle de vasectomie, et c'est là où c'est surprenant, c'est que c'est des traits. vasectomie de confort. C'est ma génération qui parle de Oui, c'est ça qui est étonnant. Chez Parce que en France, c'est nouveau, la vasectomie. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis très longtemps. C'est légal en France que depuis les années 2000 à peu près. Donc c'est peut-être aussi pour ça que les hommes découvrent ce moyen de contraception. Parce que les femmes qui ont eu recours à la ligature des trompes, effectivement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et pas que des femmes de 45 ans. Mais oui. Mais je suis d'accord de dire qu'il y a vraiment la question de l'âge qui est à prendre en compte. Quand vraiment, il j'aimerais- faut vraiment plus d'enfants. Et pour la santé de la femme notamment. Et moi, j'aimerais revenir à ce que Ben il a dit. Alors, moi, j'ai pas de réponse, mais moi, ça me percute et je résonne. Je résonne, hein, résonance. C'est ce qui est creux qui résonne, mais t'es pas creux. Quoi. Mais non, Ça s'écrit j'espère pas de la pas. même façon. Mais je me dis, mais Dieu est celui qui donne la vie. Et l'homme décide dans le droit de disposer de mon corps, est-ce que je peux décider d'arrêter la vie? Ouais. Et c'est une question auquel, sincèrement, C'est une réflexion. c'est une réflexion. Et il dit, Dieu a rendu la stérile Enceinte. fertile. Et l'homme dit, non, la fertile, on veut te rendre stérile. Finalement, c'est ce qui se fait aussi aujourd'hui dans beaucoup de pays africains. On a découvert qu'il y a beaucoup de pilules qui avaient été données à des jeunes filles et qui avaient ces dimensions aussi de limiter leur fertilité. Donc, soyons conscients de ça et mettons ça devant le Seigneur. Je pense qu'il y a des cas aussi individuels, Mais bien comme sûr. Carole l'a dit. Pour moi, on n'est pas Chacun en doit train faire ce cas de conscience devant Dieu. de dire, et c'est pas nous les douaniers du ciel à dire ça c'est un péché, ça c'est pas un péché. C'est plus des réflexions, je pense aussi d'actualité. Paul, on t'a retrouvé. Tu étais perdu, mais tu as été retrouvé. Donc, je te laisse terminer ton propos. Non, je disais, par exemple, il y a des femmes ou des familles où l'arrivée successive de bébés prématurés, c'est un réel risque. C'est pas, on va dire, des problèmes médicaux qui font que chaque fois que telle femme, telle maman va être enceinte, elle va accoucher à 6-5 mois. Est-ce que, en pensant à l'intérêt de l'autre, qui est le bébé à venir, c'est pas l'égoïsme, il faudra plus qu'on fasse des bébés, tout simplement. Je veux dire, si le Seigneur nous a donné la science et l'intelligence, il faut qu'on réfléchisse au bébé à venir.
Moi, tu vois, tu as des femmes qui, une fois qu'elles passent par la césarienne, ils te disent il faut surtout pas que tu retombes enceinte dans l'année suivante, parce que là, c'est vraiment aussi une grossesse à risque, ça devient dangereux. En général, les médecins ne sont pas du tout ravis. Certains refusent même le suivi. Hein. Là, je comprends. De dire il faut vraiment que je fasse gaffe sur ça, ça me semble logique. Si maintenant le bébé devait venir parce que même si tu as fait ce qui était faire gaffe quand même, moi j'aurais quand même foi de dire Seigneur, tu vas veiller sur cette grossesse, etc. Amen. Je me dis juste que dans nos réflexions en tant que chrétiens, il faut jamais qu'on oublie qu'il y a pour moi, hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, Amen. C'est juste quelle est la place de la foi, par exemple, dans cette réflexion-là. Dans une autre réflexion qui a un débat, tu vois, c'est juste quelle est la dose de foi que je vais mettre. Ça peut être quand on passe par la vasectomie ou par autre chose, peu importe. Mais pour moi, s'il n'y a pas la foi, on ne peut pas lui être agréable. La foi, ça ne veut pas forcément dire je crois que tu ne me donneras plus d'enfants et je fais tout comme s'il allait y en avoir un, mais je crois que tu ne m'en donneras plus. Mais pour moi, il y a juste quand même une dose de foi en tant que chrétien qui doit faire partie de l'équation et de la réflexion, quoi. Et nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Donc enlève tes boucles d'oreilles, Claude. Pas se parer de boucles d'oreilles. Les amis, ça fait 1 heure qu'on discute. Paul, merci beaucoup pour cet échange riche. Tu vois que ça prête toujours à discussion. Et encore, je trouve que c'est allé. Mais pour moi, il y a des sujets quand même importants. Et je te pose une dernière question, Paul, parce qu'elle me vient. Selon toi, à quel moment, à partir de quel âge, particulièrement les jeunes femmes, mais devraient se poser des questions sur tout ce qui est aussi contraception. On voit des jeunes femmes qui prennent des pilules avant même d'avoir des relations, aussi à cause des... Pour se réguler. Aussi pour se réguler, etc. Mais selon toi, à partir de quel moment? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, en fait, qui sont pas du tout au fait de ces choses-là, et elles les découvrent vite avant le mariage, dans les milieux chrétiens. Pour toi, si tu devais donner un âge ou une approximation, ça serait à quel moment c'est important de se renseigner quand même? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une facilité d'accès à ces pilules qui donne un certain confort. Alors, moi, je pense que s'il n'y a pas de diagnostic clair et net de ce qu'on appelle l'endométriose, donc c'est une maladie quand même grave qui peut atteindre des très jeunes filles, moi, je pense prendre la pilule avant 16 ans, je veux dire, s'il n'y a pas d'endométriose, pour moi, c'est grave. Bon. Si, par contre, il y a des douleurs de règles, par exemple, qui sont atroces, qui empêchent la jeune fille d'aller au cours, de poursuivre ses études, de faire du sport, bon, après, on peut penser à donner la pilule. Mais il faut pas oublier que c'est des pilules qui contiennent beaucoup d'hormones, qui contiennent beaucoup d'effets secondaires. Et puis, rappelez-vous qu'au début de l'émission, on parlait de 10 ans. Donc, si on commence déjà à 15 ans, à 14 ans, on arrive à 24 ans, on a épuisé ses cartouches de contraception par la pilule. Ouais. Mais à partir de quel âge une jeune femme devrait se renseigner, même si elle n'a pas besoin de prendre la pilule tout de suite, mais elle devrait s'éveiller à ces questions-là, ou même un jeune homme, sur les moyens de contraception. Pour toi, c'est important vers quel âge? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. S'il n'y a pas de ça, au jour d'aujourd'hui, en médecine, il y a dans la médecine de la femme, il y a une règle très importante. Il n'y a pas besoin d'examen gynécologique avant 25 ans. Parce que même le collège de gynécologie en France, ils ont dit que se faire examiner avant 25 ans, ça n'apporte pratiquement rien. Bien sûr, sauf s'il y a des symptômes. Donc moi, je dirais plus, après, si on vit en couple selon le Seigneur et qu'on a besoin de contraception, on peut se marier à 18 ans, parfois à 17 ans selon quelques pays. Si on vit en couple, il faut commencer à se renseigner, à consulter. Voilà. Après, si c'est la culture générale, il n'y a pas d'âge, on peut tout savoir assez vite maintenant. Merci beaucoup, Paul, pour cet échange. Que le Seigneur te bénisse et t'inspire aussi pour toutes les personnes que tu suis. C'est aussi important, tu es amené à donner des conseils, mais qu'ils soient toujours éclairés. Hein. Merci. Merci, Paul. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ciao.
Ouais, c'est sûr que ça reste un sujet édifiant. Hein. C'est intéressant de se poser des questions et puis de l'aborder comme ça. Je crois que j'ai jamais discuté de vasectomie avec toi, tu vois. Non, ça arrive. De contraception. J'ai du mal à aussi. vous regarder dans les yeux en parlant de ces sujets-là. Si, je pense qu'on a déjà eu une discussion. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on avait déjà eu. Maintenant, ça me. J'étais quand même étonnée d'entendre qu'il parlait des 10 ans, Oui. la pilule 10 ans. Ah, j'ai Franchement, jamais entendu ça. Combien la des plupart des passes femmes prennent Ouais. bien plus longtemps, quoi. Ah ouais. Et quand Après, il parle tout ce qui d'effets est secondaires, c'est quand implant même. et tout ça, c'est le même principe. Quoi. C'est hormonal, C'est ouais. les hormones Ouais. aussi. On va prier, Amen. hein? Amen. Ah bah tu sais quoi, Joy, tu vas prier. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es là, Seigneur, et nous te prions vraiment de venir donner ta paix à tous ceux qui se posent des questions sur les sujets desquels nous avons parlé, Seigneur. Que toi, tu puisses donner tes convictions, tes directions aux uns aux autres, afin que nous marchions, Seigneur, selon ta volonté, dans tes voies. Merci de bénir tous les internautes qui auront suivi cette émission, de bénir aussi le docteur Paul, et que vraiment tu puisses encore conduire cette soirée au nom de Jésus. Amen. 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 Merci à vous trois. Merci pour votre participation, vos idées, vos réflexions. Ça fait toujours du bien aussi d'échanger comme ça. C'est édifiant pour nous. Enfin, je l'espère. Et chers amis, rendez-vous dans 2 semaines. Et oui, ce n'est plus toutes les semaines. On va s'y habituer. Mais encore une fois, c'est pour assurer la pérennité de l'émission aussi. C'est pour qu'on Donc, survive. Ouais. C'est pour qu'on survive. Voilà. Non, mais pour c'est vraiment. respecter notre corps. C'est ça. On Mais a c'est décidé de aussi réguler. vraiment, on peut pas. Vous voyez, des interventions comme celle de Paul sont tellement précieuses. Il n'y a pas 25 000 gynécos qui seraient prêts à faire des interviews. Il y a pas. Et des fois, il y a même des témoignages, etc. L'idée, c'est vraiment on réduit le rythme pour prolonger l'espérance de vie de cette émission un maximum. Donc voilà, on est reparti pour au moins 10 ans. Non, on verra. Hein, on fait Cette déjà émission cette ne saison. sera pas stérilisée. Voilà, Ah, je peux dire c'est ça, il n'y aura pas de vasectomie pour on s'y retrouve. Non. En tout cas, bien aimé, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, retrouvez-nous en replay sur la nouvelle chaîne YouTube de On s'y retrouve. On a mis les anciennes émissions. Vous pouvez les partager. Elles sont redécoupées aussi pour le partage. C'est plus facile. Celle-ci, vous pouvez la réécouter, l'écouter en plusieurs fois. Vous avez 2 semaines et plus qu'une. Donc, ça vous laisse plus de temps encore. C'est long, Et, Pardon. Merci. Oh. Laisse-moi réexpliquer le C'est nouveau plus long format. que d'habitude. Bah ouais, c'est le nouveau format. Et sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer Music, Apple Music, etc. Que Dieu vous bénisse, ça y est, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dans 2 semaines. Ciao. Au revoir.